Bonsoir, docteur Massamba Gueye. Bonsoir, Papa Lune. Vous venez de sortir un ouvrage viatique pour se muscler la tête, ouvrage publié par l'Harmattan Sénégal. Se muscler la tête, c'est important. Le verbe pronominal, ça veut dire que nos têtes sont actuellement frêles côté savoir, connaissance. Mais évidemment qu'on conserve dans notre cerveau des attitudes et des aptitudes. Mais quand on écoute la culture générale ambiante dans la rue, quand on écoute les débats ambiants, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Est-ce que c'est parce qu'une tête est remplie qu'elle est musclée? Est-ce que c'est parce qu'une tête a du savoir qu'elle est musclée? Est-ce que c'est parce qu'une tête est emplie de nourriture biologique qu'elle est musclée pour résister aux tentations, pour résister à la douleur, pour résister à l'arnaque, pour résister au désir d'idéologie? Donc nos têtes sont assez fragiles aujourd'hui parce qu'elles sont extrêmement sollicitées par un flux d'informations qui atteint notre cerveau. Et notre système nerveux est exposé à ces choses-là. Oui. Donc se muscler la tête parce que nos têtes sont devenues extrêmement affaiblies par un faisceau d'informations négatives, d'informations tendancieuses, mais surtout un faisceau de difficultés sociologiques qui les atteignent. Et se muscler la tête parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin pour faire de la musculation, muscler le corps, et qui gagnent de l'argent avec ça. C'est quoi une tête musclée? Comment définir une tête musclée? Mais se muscler la tête, je ne la définis pas, je vous renvoie juste au texte. Oui. Et le texte se muscler la tête vous dit juste ceci. Dès l'ouverture, j'ai préféré placer ce texte-là dès l'ouverture, et je dis, à la fin du texte, je dis se muscler la tête, à la page 14, se muscler la tête, c'est se doter de savoir véritable, de charge de science qui ne bloque jamais la circulation du bon sens dans les artères de nos pensées. Tu as une raison d'être, tout a une raison d'être, mais la raison s'arrose de la science que nourrissent la recherche Et la culture générale. Muscle ta tête et tes muscles te serviront utilement. C'est important l'adverbe utilement. Utilement. Oui. Parce que les muscles peuvent servir de manière inutile. Exactement. Nous pouvons être des objets utilisés à des fins qui ne nous conviennent pas. Oui. Maintenant, pour que nos muscles puissent nous servir utilement, il faut que celui qui dirige nos muscles, notre tête, puisse être préparé, puisse être plus fort que nos muscles. Exactement. Si nos muscles sont plus forts sont plus fortes que nos têtes, le problème que nous avons, sont plus forts du moins que nos têtes, le problème que nous avons, c'est que nos muscles vont faire obéir la tête. Et de sorte, quand on va voler, quand on va frapper, quand on va tuer, quand on va jeter de l'eau chaude sur une coépouse, ce sont nos muscles qui guident notre tête. Alors que si on fait l'inverse, si on muscle la tête, les muscles serviront utilement. Il faut envahir donc les bibliothèques, comme la bibliothèque dans laquelle nous sommes, autant que la corniche de Dakar, par exemple. Mais exactement. Les gens passent tellement de temps sur la corniche à courir, et c'est extrêmement utile pour le bien-être du corps. Oui. Mais quand on a une semaine, on se pose la question de son planning. On a un planning sportif. Oui. Mais quel est le planning cérébral que nous avons? Quel est le temps que nous observons? Quand on a fini notre prière du matin, qu'est-ce que nous lisons? Avant de se coucher, qu'est-ce que nous lisons? Quel type de lecture choisir par rapport à notre objectif de vie, par rapport à notre réflexion, par rapport à nous-mêmes? Quel temps nous avons pour les bibliothèques? Quel temps nous avons pour les livres? Quel temps nous avons pour les journaux? Il y a des gens qui ne lisent que des bouts de ce qu'on décide qu'ils doivent lire. Ou des unes seulement. Voilà. Et je pense qu'investir les bibliothèques, créer de petites bibliothèques dans nos propres chambres, sur nos chevets, c'est aussi se muscler la tête. Mais se muscler la tête aussi, c'est aller à des dialogues utiles, aller à des expositions, c'est aller dans les daïras, aller là où on parle de savoir. C'est comme ça qu'on se muscle la tête. Mais se muscler la tête fondamentalement, c'est dialoguer avec soi-même. Se muscler la tête, est-ce facile actuellement avec les réseaux sociaux, par exemple? C'est extrêmement difficile. Parce que pour se muscler la tête, il y a la force mentale qu'on doit chercher à posséder pour savoir vivre en communauté. Ça nous permet d'avoir une citoyenneté active. Et tout cela doit reposer sur
un héritage patrimonial. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très difficile de se muscler la tête parce que l'information est devenue tendancieuse et l'information mobilise nos muscles avant de mobiliser notre cerveau. Donc c'est extrêmement difficile de se muscler la tête pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui savent à quoi servent les réseaux sociaux, ils comprennent que c'est une niche d'information, une niche de possibilités de lecture, une niche d'information. La preuve, aujourd'hui, nous, si nous avons mis Khamsa Demba, Khamsa Tay, ces podcasts-là sur les réseaux sociaux, si nous utilisons TikTok, nous utilisons Instagram, nous utilisons LinkedIn, c'est parce qu'il y a du contenu. Il ne faut pas refuser la modernité, il faut s'adapter. Il faut accepter la modernité et s'adapter, mais s'adapter pour se l'approprier. S'adapter et non être en dépendance. Oui, c'est important. Il ne faut pas qu'on soit en dépendance des réseaux sociaux, il faut qu'on se muscle la tête. Parce que quand je dis se muscler la tête, pour que ces muscles nous servent utilement, même sur les réseaux sociaux, avant que les réseaux sociaux ne m'obligent à aller faire une action négative que je vais regretter, je dois muscler ma tête pour comprendre c'est quoi le réseau social. Je dois étudier le réseau social, voir comment il fonctionne, quels sont les paramètres, comprendre quand une vidéo est montée, quand elle n'est pas montée, quand elle est tendancieuse. Confronter les discours, c'est aussi se muscler la tête que de faire une recherche. Et c'est important, les personnes qui se musclent actuellement la tête sont considérées comme étant des marginaux. Les gens qui ont du savoir, qui sont à la recherche du savoir, sont considérés maintenant comme des marginaux et ils n'ont pas même plus cette place-là sur les réseaux sociaux, docteur Massamba Gueye. Mais évidemment, quand un médecin fait 8 ans, il obtient son doctorat, il fait 7 ans vers une spécialité, il a un bac presque plus 13. Mais quand on l'appelle à faire une conférence sur sa spécialité, il n'ose pas demander 1 million pour faire cette conférence-là. Il n'ose pas. Les organisateurs vont le regarder de haut et le prendre pour un fou. Mais quand son fils se muscle la tête et va faire un certain type de sport, il peut réclamer 100 millions pour un après-midi. Oui. Suivez mon regard. Oui. Donc ceux qui se musclent la tête aujourd'hui peuvent être considérés comme des gens qui perdent leur temps. Oui. Quand maintenant un peuple met en avant plus ses muscles que son intelligence, parce qu'on me parle de cerveau bien fait, mais pour que le cerveau soit bien fait, il faut que la tête soit bien musclée. Et quand on en arrive à inverser la tendance, quand l'avoir prend le dessus sur le savoir, le pouvoir est à la portée de n'importe qui. Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps qu'on rétablisse cette situation-là et que les gens qui ont le savoir soient considérés comme des gens dignes de respect. Et autant ceux qui se musclent le corps peuvent aller réclamer de l'argent, il faut que les gens qui se musclent la tête aussi, qui se musclent le cerveau, les gens qui se dotent de compétences et de savoir, comprennent que sont des experts. Je disais toujours à mes collègues enseignants, ne dites pas que vous êtes des bûcherons. Pourquoi? Mais parce que quand quelqu'un a une licence ou une maîtrise en économie et qu'une ONG l'embauche, il devient un expert en économie. Oui. Quand un journaliste sort du CESTI ou d'une prestigieuse école de formation privée, il est un expert de l'information, parfois même de la communication. Pourquoi l'enseignant qui a une maîtrise, qui fait son CAPES, qui fait son KM, qui sort et qui va faire une prestation d'intelligence dans une école privée, se considère comme un bûcheron et pas un expert en pédagogie? Parce que s'il se positionne en tant qu'expert, il a un rapport différent de celui à qui il offre ses compétences. Mais docteur, tout le monde est expert aujourd'hui. Mais tout le monde est expert. De l'usurpation. Et je le dis quelque part. Oui. Le terme expert est un terme galvaudé. Très galvaudé. Et c'est pourquoi dans un de mes textes, je dis expert en tout, expert en rien du tout. Exactement. Et l'expertise doit combiner 2 choses. Les compétences diplômantes, les diplômes qu'on acquiert, mais surtout, le plus important, la maîtrise du sujet, parce que quelqu'un peut être un expert dans un domaine sans avoir des diplômes. Mais ces compétences doivent être mises à l'épreuve par ceux qui savent. Aujourd'hui, on prend le champ politique sénégalais. Oui. Quand un sujet politique est lié à la loi, tous les chroniqueurs deviennent des spécialistes de la loi. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas. Quand c'est lié à la santé, tous deviennent... Et on confond maintenant point de vue et savoir. On confond point de vue et savoir. Et quand on confond point de vue et savoir, on crée un tollé général. Et on dit souvent, quand le brouhaha se développe, la vérité perd son chemin. Exactement. Donc on est dans un moment où tout le monde se considère comme expert parce que ceux qui écoutent, les destinataires du discours, n'écoutent plus le discours
dans son contenu, mais ce qui les intéresse, c'est la provenance du discours. Quelle est la stature du locuteur par rapport à mes intérêts? Si le locuteur est dans le champ de mes intérêts, je valide tout ce qu'il dit. Et il devient l'expert de référence. Mais je pense que l'expertise, comme chez les comptables, l'expertise, comme chez comment on appelle les huissiers, etc., est une expertise certifiée et on devait avoir un ordre dans chaque groupe d'expertise. Tout le monde est expert, tout le monde prend la parole. Vous n'êtes pas d'accord, vous voudriez qu'il y ait une grammatologie de la parole, autrement dit, ceux ou celles qui doivent prendre la parole, au moins sachent un peu le pouvoir de la parole, c'est important. Mais ceux qui ne savent pas et qui parlent sont responsables de ce qui arrive. Mais ceux qui savent et qui se taisent sont plus responsables. Notre monde est en train de dériver. Et la grande dérive du monde, c'est qu'il y a des gens qui ont à dire. Ils portent un discours, mais qui pensent qu'ils n'ont pas l'opportunité de dire. Et ces gens-là, il faut qu'ils se musclent la tête et qu'ils se disent, je ne dois pas avoir peur. Il faut résister. Et il faut résister. Vous l'écrivez. La première résistance, c'est la résistance à l'autocensure. Et de se dire, moi j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, je dois les dire d'une certaine manière. Sinon, je laisse la place à des gens qui n'ont pas absolument grand-chose à dire, mais qui vont envahir les plateaux, ils vont crier. Et on confond maintenant la hauteur de la voix à la qualité de la réflexion. Au Sénégal, c'est la hauteur de la voix qui donne la qualité de la réflexion. Donc, dans un débat, celui qui crie le plus, celui qui insulte le plus, celui qui injurie le plus, c'est celui-là qui est le plus coté. Et quand on regarde après les vidéos coupées et qui circulent, elles ne circulent plus sur ce qu'il a dit, mais à qui il a dit. Donc on est dans un moment où le silence des intellectuels est plus coupable que la parole des non-sachants. C'est important. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Edmund Burke. Mais vous l'avez vu, vous le sentez sur les réseaux sociaux, qu'il y a de l'autocensure, que cette autocensure-là fait le nid de la pensée unique, une expression. Comment analysez-vous cette pensée unique qui avance lentement, mais sûrement, non pas sur le côté virtuel, mais même sur les plateaux de télévision et également sur les débats, même dans les grandes places ou dans les familles? Mais si la pensée unique dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine religieux, si une pensée unique s'installe, c'est que les destinataires du discours n'ont pas été préparés à l'intelligence de l'analyse du discours. On en est à ce que j'appelle la manipulation de la réflexion. Quand une réflexion est manipulée, le destinataire du discours, il ne comprend pas les motivations de l'encodage, et au décodage, on a une perception. Il travaille non pas sur le dénoté, mais sur le connoté, mais sur le dénoté. Oui. Donc, et comme celui qui parle, lui, il a une technique où il peut travailler sur soit la fonction impressive du discours, soit la fonction expressive du discours, il a une motivation et il a une cible. Et dès qu'il atteint sa cible, cette cible-là devient mobilisable. C'est pourquoi on peut mobiliser un jeune, lui faire croire qu'on est dans un champ religieux et lui faire poser des bombes, quitte à mourir. On est dans ce que j'appelle le contrôle de l'intelligence. Ce jeune-là, il a besoin qu'on muscle son discours en l'éclairant dès le début sur c'est quoi la religion. Quand, sur le plan politique, nous avons une théorie de la pensée objective et de la pensée non alternative. C'est-à-dire, la pensée objective, c'est qu'on est dans une situation où celui qui parle, il prend les éléments. Et les éléments, il les analyse. Il les analyse, cette pensée, elle est objective. Maintenant, la pensée tendancieuse, c'est que tu penses comme moi, sinon tu me détestes. C'est-à-dire on ne prolonge plus la réflexion sur le discours, mais sur le producteur du discours. Vous êtes de mon parti politique, mon leader a dit, si vous dites le contraire de mon leader, ce n'est pas son discours que vous n'aimez pas, c'est lui que vous n'aimez pas. Et on crée ce que j'appelle une auto-accusation, de sorte que vous avez peur de prononcer un discours contraire au discours de tel ou tel leader. Soit, si vous n'êtes pas d'accord avec son discours, ce n'est pas son discours que vous n'analysez pas, c'est lui que vous n'aimez pas. Et cette pensée unique-là, dès qu'elle s'installe dans une communauté, elle crée des frustrations. Et ces frustrations-là vont amener à des clivages. Et ces clivages-là vont faire naître la haine, et la haine va faire disparaître une communauté. Donc je pense que, autant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux, l'ennemi d'une communauté, c'est une pensée unique. Oui. Parce que l'homme est fait de milliards de pensées par seconde, et chaque fois, comme je le dis, quelqu'un qui pense qu'il a le monopole de la vérité, il n'a qu'à voir
le Coran et la Bible, ouvrir les deux livres et voir l'évolution du discours à l'intérieur de ce texte. Et vous utilisez un mot, dictature, dictature de la pensée. La pire des dictatures, elle est spirituelle. Vous l'écrivez. Pourquoi? Mais je dis que la pire des dictatures, ce n'est pas une dictature politique. La pire des dictatures, ce n'est pas une dictature économique. Parce que ces dictatures, elles sont éphémères. Ouais. Mais la dictature spirituelle, la dictature de la pensée, c'est la pire des dictatures. Parce que c'est celle-là qui fait que notre cœur, il ne se repose plus. Parce qu'on veut imposer coûte que coûte notre point de vue. Et comme on veut imposer notre point de vue, et que notre point de vue ne passe pas, on passe de l'objectivité humaine à la subjectivité animale. On perd tout ce qui fait notre humanité et on se dit que celui qui ne dit pas ce que je veux, cette personne-là doit disparaître. Il faut faire disparaître la personne. Il faut la faire disparaître des réseaux sociaux, la faire disparaître des plateaux de télé, la faire disparaître parce que son discours, il ne faut pas qu'on l'entende. C'est la pire des dictatures. Et aucun peuple intelligent ne peut se construire autour de ce mode opératoire-là de réception du discours ou de ce mode de construction de l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi on enseigne la dissertation aux élèves, c'est pourquoi l'argumentation, les entités... Et même dans ma religion, oui. On dit la ikra fi dini. Exactement. C'est-à-dire que la contrainte, elle n'est pas là, parce que le libre arbitre est donné à chaque individu. Et pour moi, et c'est pourquoi je le dis dans ce texte-là, je considère que les dictatures politiques, on peut lutter contre, on peut les faire passer. Les dictatures économiques, les théories peuvent les faire les passer. Mais la dictature de la pensée, pour moi, c'est la pire des dictatures pour une communauté humaine parce qu'elle mène vers le chaos. Comment résister? Mais résister par la formation. Résister en commençant à parler à nos enfants très tôt, en leur expliquant les choses et en leur permettant d'avoir un point de vue. Et en préparant, il faut que, par exemple, on comprenne que ceux qui sont les relais des discours sont plus grands responsables que les producteurs des discours. Les Wolofs disent ki wax waxut ki jottale wax. Quand quelqu'un dans un coin produit un discours dangereux, dangereux pas pour la communauté, mais dangereux pour la liberté de penser, ce discours-là, il le dit dans un coin avec 3 personnes, et que le lendemain matin, les 17 millions accèdent à ce discours-là, il n'est pas responsable de la conséquence de son discours, c'est le relais. C'est pourquoi les relais des discours doivent être préparés à comprendre, à analyser les discours et à couper le discours en 4 parties. Quelle est la part de vrai? Quelle est la part de faux? Quelle est la part de probable? Quelle est la part de possible? Une fois qu'on a cerné et pesé, on peut laisser ce discours-là y aller et le récepteur doit être préparé. Un enfant qui très tôt est habitué à analyser un discours, très tôt, c'est un enfant qu'on ne peut pas manipuler. Un enfant à qui on interdit de poser des questions dans la maison est un enfant à qui on apprend à absorber des contenus. Et pour lutter contre cette dictature de la pensée... Donc tout se passe à la maison d'abord. Tout se passe d'abord à la maison. C'est la première cellule de socialisation. C'est les 10 premières années. C'est dans les 10 premières années qu'on doit apprendre à l'enfant à regarder le monde avec plusieurs regards. Il a 2 yeux, mais il peut poser plusieurs regards sur chaque objet, sur chaque situation. En lui posant des questions sur les choses. En regardant un film avec un enfant, quand une séquence arrive, on peut lui demander, à votre avis, pourquoi ça? Quand l'enfant n'a pas une bonne note, quand il vient vous dire, mon professeur est mauvais, au lieu d'enfoncer le professeur, dites-lui d'argumenter. Si l'enfant argumente et qu'il a tout faux, démontez son argumentation. En ayant ce dialogue-là avec votre enfant, vous le préparez à être critique face à tous les discours. C'est le regard critique sur le discours des autres qu'on a annihilé. Et maintenant, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders intellectuels n'ont plus d'alter ego autour d'eux. Ils ont des supporters et des fans clubs. Quand le producteur de la pensée première est entouré de fans, ils sont en extase devant son discours, ils ne sont plus dans la réception objective. Et malheureusement, au Sénégal, de plus en plus, on voit que ceux qui sont devant ne sont plus suivis par leur alter ego, mais ils sont suivis par des supporters et des fans clubs. Et ça tue la réflexion. Restons dans les familles. Avec un mot, parent, une responsabilité parentale ne se décrète pas, elle se sécrète. Vous l'écrivez dans votre ouvrage. Mais j'écris dans le livre que être parent est une responsabilité très grave. Énorme. Même. Elle est énorme. Parce que être parent, c'est décider. Décider. Si vraiment l'enfant ne nous surprend pas dans la vie, si on s'est mis en couple, si on a envie d'avoir cet enfant-là, dès qu'il arrive, la position qu'on a, c'est une position de responsabilité. C'est qu'est-ce qu'on nous a conféré.
on nous a conféré une vie, on nous a conféré un destin. Quand je sors et que je vous donne mon téléphone portable et que je vous demande de le garder, vous faites tout pour que le téléphone portable ne tombe pas dans l'eau. Vous faites tout pour que le téléphone portable ne soit pas volé. Vous faites tout pour que le téléphone portable ne soit pas cassé. Mais on vous confie le destin d'une vie. Oui. Dans la charte du Kouroufa Fouga, on vous dit toute vie est une vie. Oui, c'est un excellent article. Voilà. Il est vrai qu'une vie vaut une vie. Il est vrai qu'une vie peut arriver au monde avant une autre vie, mais aucune vie n'est au-dessus d'une vie. Depuis 1235, oui. Oui. Mais on vous confie une vie. Oui. On vous confie un destin. Il y a des gens qui, par milliers, payent de l'argent pour avoir une vie. Oui. Ils n'ont pas une vie. Vous, vous êtes parents. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que vous êtes juste un géniteur? Est-ce que votre rôle, c'est d'élever? Ou est-ce que votre rôle, c'est d'éduquer? L'élevage consiste à donner à manger matin, midi, soir. Oui. C'est de l'élevage. Oui. On le fait pour le mouton. Les poulets de chair. Les poulets de chair. Mais l'objectif de l'élevage, c'est quoi? C'est à la fin d'avoir un gain. Oui. La véritable question, le responsable d'une vie doit savoir qu'il est le responsable d'une communauté. C'est pourquoi dans le livre, quand j'aborde la question de la force mentale, la deuxième question que je pose sur la vie en communauté, c'est la question de la communauté familiale. La deuxième partie, oui. Voilà, la deuxième partie, mais l'enfant qui, lui, est suspendu de toute sanction. C'est-à-dire qu'il est suspendu de toute sanction jusqu'à 18 ans. Qui est responsable de ses fautes? Jusqu'à 18 ans, le parent est responsable de ses propres fautes, est responsable des fautes de son enfant. 18 années. 18 fois 365. 365 fois 24 heures. 365 fois 24 fois 60. 365 fois 24 fois 60 fois 60. Ah, c'est énorme. Chaque temps, chaque moment, vous êtes responsable de ce qui arrive. C'est la responsabilité du parent. Et ce parent doit se débrouiller pour que son enfant ne soit pas le meilleur des enfants dans ses diplômes, mais qu'il soit le meilleur des humains qui permettent à l'humanité d'avancer. C'est pourquoi être un parent est une responsabilité. Et il faut réfléchir plusieurs fois avant d'engager cette responsabilité. Mais cette responsabilité-là, elle n'est pas assumée. Je reste catégorique parce qu'on voit un peu les métastases dans la vie sociale. Parfois, on accuse les enfants, on accuse les jeunes. Ils ne savent pas lire, ils sont violents, etc. Est-ce pointer du doigt la mauvaise cible, par exemple? Mais oui, c'est pointer du doigt la mauvaise cible. Je suis parfaitement en accord. Parce que quand vous achetez des pistolets à votre enfant, vous ne lui achetez que des pistolets pendant toutes les fêtes. Mais cet enfant-là, quand il devient grand et qu'il est un tireur violent, vous êtes en partie responsable. Vous ne lui avez jamais acheté un livre. Vous ne l'avez jamais demandé de vous accompagner dans une cérémonie de mariage où on dit de bonnes paroles. Vous n'avez jamais demandé à votre enfant de vous accompagner, faire un acte bien. C'est pourquoi dans la communauté traditionnelle, on nous disait il ne faut jamais envoyer l'enfant emprunter de l'argent, il faut toujours l'envoyer payer une dette pour qu'il comprenne que payer une dette, c'est la vérité. Et quand vous avez votre enfant dont vous n'avez pas préparé le parcours de vie, il ne vous a jamais entendu écouter un chassida, il ne vous a jamais vu lire un livre, que ce soit un livre sacré, un livre profane, demain, si votre enfant n'est pas un lecteur, vous êtes en partie responsable. Un enfant ne pleure jamais pour un jouet dont il ignore l'existence. Nous sommes largement responsables en tant que parents de ce que nos enfants arrivent. Et c'est pourquoi on dit ne joue jamais avec des choses dont tu ne voudrais pas que ton enfant hérite. Donc je pense aujourd'hui que la véritable question, elle est là. On pointe les enfants, on accuse les jeunes, on les accuse, mais qui les a formés? Ou bien qui les a déformés? Quand vous ne préparez pas votre enfant à résister à beaucoup de choses, vous n'êtes pas dans la perspective de Serigne Babacar, radiyallahu ta'ala anhu, vous n'êtes pas dans la perspective de Serigne Bassirou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, Serigne Issakha me disait, Mbacké, il me disait, Serigne Bassirou, mon père disait tout le temps, il faut que je devance le mal en mes enfants pour qu'ils soient prêts à affronter le monde. C'est pourquoi ils sont arrivés à l'école française très tard. C'est pourquoi les enfants de Serigne Babacar radiyallahu ta'ala anhu sont arrivés à l'école française très tard. Il faut donc préparer votre enfant avant qu'il ne vous sorte. C'est pourquoi l'État vous donne la responsabilité de le garder les 7 premières années. Et il va à l'école à partir de 7 ans. Donc ces 7 premières années-là sont des années de charge mentale, de charge sociologique qui doit préparer l'enfant à s'adapter. Et entre 7 et 14 ans, cet enfant-là doit être sous surveillance de la communauté première. La communauté première, c'est la communauté de la cour. Mais si tout le monde court derrière l'argent, pour, dit-on, avoir le bien-être de nos enfants, leur bien-être mental, on l'oublie.
nous courons derrière des choses qui ne sont pas essentielles et nous oublions la chose essentielle, mettre des humanités dans les corps de nos enfants. C'est important. Il y a un mot également après parents, après éducation, après instruction, c'est la violence, hein. Un mot qui est en vogue actuellement avec le contexte politique. Pillage, destruction, mort également. Il y a une cible dans ce triptyque. Ce sont les jeunes. Est-ce que vous comprenez cela, docteur Massamba Gueye? Mais moi, je n'accepte pas qu'un jeune meure. Parce qu'un jeune qui meurt, c'est tout un destin qui Il y en a disparaît. 17 actuellement. La cible, c'est jeunes. Moi, je n'accepte pas. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut aujourd'hui que ceux qui gèrent ce pays et ceux qui veulent le gérer se posent la question de leur responsabilité. Chaque enfant qui meurt est un destin qui passe. Si Einstein était mort à 12 ans, si Serigne Touba avait disparu avant 1927, si Mame El Hadji Malick, si Cheikh Anta Diop était mort à cet âge-là, on n'aurait pas eu ce qu'ils ont eu. C'est une grande responsabilité. On est en train de banaliser la mort dans ce pays parce que la vie n'a pas un prix. Notre vie est tellement mercantile, nous sommes tellement attachés aux choses terrestres que mourir, ce n'est pas perdre un destin et une destinée. On a banalisé la mort. La mort est banalisée. Et ça a commencé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. La mort s'est invitée dans la rue avec les agressions. La mort s'est invitée dans les navétanes. La mort s'est invitée dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs. On a mis ça sur le dos des étrangers. À chaque fois que quelqu'un agressait, quelqu'un est tué, on disait c'est pas nous, c'est les autres. La mort, insidieusement, on l'a banalisée. Les victimes sont vite enterrées. Le processus de réflexion, d'accompagnement des familles ne se fait pas. Après un accident, 54 morts, tout le monde est ému, mais il n'y a pas d'accompagnement des rescapés. Parce que pour nous, la mort, elle est naturelle. Alors qu'aucune mort n'est normale, mais elle est attendue. C'est cela qui nous est arrivé. Aujourd'hui, que les gens meurent, on en parle. Ça devient un effet de communication. Si je suis contre celui qui est mort, je dis, c'est tant pis pour lui. Et les commentaires qu'il y a au-dessus des morts sont des commentaires ahurissants. On poste la mort de quelqu'un, des gens s'en réjouissent. Les gens qui sont de son camp ne s'en réjouissent pas. Mais dès que l'autre meurt dans un autre camp, c'est-à-dire que c'est comme si on était heureux que certains meurent. Quand un homme meurt, c'est toute la nature, toute la communauté, toute l'humanité qui disparaît. Ce pays est... C'est pourquoi on est en train de voir nos cœurs se durcir. Et quand je parle de se muscler la tête, c'est de se doter de cette capacité à rester serein face aux choses de la vie, à la violence de la vie, à ne pas perdre ce cœur-là, à ce qu'il continue à lutter contre les pulsions. Mais les pulsions, il y a un texte qui s'appelle les pulsions. Exactement, oui. Et ces pulsions-là, si on n'arrive pas à les dominer, que ce soit moi, que ce soit les autres, il arrive des moments où on est hors de nous-mêmes. Dans ces moments-là, à quoi se référer? On a mille choses à quoi se référer. On peut se référer à une pensée qu'on a eue déjà. On peut se référer aux paroles des ancêtres. On peut se référer d'abord primordialement à sa foi, à sa religion. Mais il faut comprendre les textes de cette religion-là. Qu'on les comprenne en arabe, qu'on les comprenne en latin ou qu'on les comprenne en wolof, l'essentiel c'est de les comprendre. À chaque moment de votre vie, quand une pulsion se lève, il faut que l'intelligence, que le muscle dans la tête qui est préparé à lutter contre cette pulsion-là soit plus forte et rabaisse cette pulsion-là. Mais ce muscle-là s'appelle sérénité. C'est important. Il faut doter la tête de sérénité, de clairvoyance, doter la tête de ce que j'appelle le focus, l'élément, le muscle le plus essentiel, la lucidité. Nous perdons la lucidité dans ce pays. Nous sommes aveuglés par nos désirs, aveuglés par la haine que nous avons de l'autre, au point que faire tuer l'autre, l'abattre, créer des discours négatifs sur lui, inventer sur lui, c'est devenu monnaie courante. Nous avons musclé la haine, nous n'avons pas musclé l'amour. Ça, c'est important. Vous écrivez, à la violence verbale, oppose le silence et le mépris, car crier ne sert à rien face au cœur obtus. Exactement. La violence verbale, parfois, vous arrive. Si vous ajoutez, vous répondez à la violence verbale par la violence verbale, vous mettez du bois dans du feu. Quand le bois vous attaque, vous y mettez de l'eau. C'est pourquoi je dis, à la violence verbale, oppose le silence.
Quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas, on vous dit taisez-vous, pour comprendre au moins pourquoi il ne vous comprend pas. Parce que quand un cœur est obtus, quand la personne est manipulée religieusement, politiquement, idéologiquement, vous avez beau crier, il ne vous comprendra pas. Et vous vous souvenez bien de cette belle phrase du père Djigui, et qui disait à Birama, un chef ne crie pas. Et cette phrase, elle m'a marqué depuis mes 14 ans. Et ma mère un jour m'avait dit, vous savez, quand deux personnes s'arrachent une corde, oui, la première qui lâche ne tombe jamais. Se muscler la tête, c'est se doter de ces références-là textuelles. C'est se doter de cet environnement-là, de ce pardon que Serigne Touba donne à l'ensemble de la communauté, alors qu'il sort d'une souffrance. Et que ce pardon universel-là englobe par les gens qui l'ont mis dans la souffrance apparente. Oui. Donc, pour moi, la véritable question, c'est ça. Face à la violence verbale, qui est devenue la pire des violences qu'on a dans ce pays-là, face à cette violence-là, oppose le silence. Quand quelqu'un vous dit du mal, taisez-vous. Finalement, on revient à ce proverbe-là, qui est dans la 4e partie de l'ouvrage, qui dit « Wax ba yak amul, wax ba yako am ». Par la parole négative, on ne peut pas détruire le destin de quelqu'un, mais on peut s'autodestruire. En faisant le tour de immédiat, et en disant que Pape Alioune est mauvais de bureau en bureau, je laisse les empreintes, les échos de mon discours négatif, et à la fin, quand les gens se retrouveront à l'heure de la pause, ils diront, mais vous avez entendu ce que le professeur a dit de Pape Alioune, il est mauvais, moi c'est pas le Pape Alioune. Il dit, ah, moi aussi il m'a dit, et en fin de compte, on se dira, comme il a dit dans tous les bureaux, c'est lui qui est mauvais. Donc, oui, à la violence verbale, oppose le silence, parce que le cœur obtus, c'est un cœur qui ne bat plus. Et qui n'a pas une tête musclée. Je demande cette question-là à beaucoup de personnes qui savent beaucoup de choses sur le Sénégal. Vous en êtes partie. Sommes-nous une société violente? On est une société par essence très violente. Très violente. Très violente. On n'a qu'à regarder nos généalogies. Ton père a tué, ton grand-père a tué, ton grand-père a tué. Dans telle bataille, ton grand-père était. C'était des batailles d'honneur. On a interprété cela. Mais cette violence-là, elle n'était pas gratuite. On est une société très violente. On est une société au langage extrêmement violent. C'est parce qu'on est des humains et qu'on a cette tendance violente que notre société a installé le cousinage à plaisanterie. L'ensemble des freins à cette violence verbale. Que notre société a créé ce qu'on appelle le discours diffus et les cercles de parole. Notre société, sachant que la violence verbale peut être, a créé des cercles dans lesquels les gens peuvent se le faire. Dans ce qu'on appelle les masses, les gens d'une seule génération, les gens qui ont fait la circoncision ensemble, ils peuvent s'insulter entre eux parce qu'il faut des zones d'exitoire, il faut des espaces permissifs. Et ces espaces permissifs sont des espaces conventionnés et organisés. Quand on sort de ces espaces-là, le discours n'est plus un discours de socialisation, il devient un discours de haine. Oui, nous sommes une société devenue extrêmement violente. Nos discours, nos débats politiques sont des débats extrêmement violents où on ne cherche pas à convaincre, on cherche à humilier. Oui. On cherche à montrer qu'on est irrespectueux. On ne cherche pas à montrer qu'on est le plus cultivé, qu'on est le plus sachant. On cherche juste à plaire pour après ouvrir notre téléphone et recevoir les messages des gens hypocritement qui vont nous soutenir, mais qui jamais nous oserons le dire. Notre société est d'une violence inouïe. Et il est temps qu'on y mette un terme. On a dépassé l'adversité. On n'est plus dans le contexte ennemi. Mais vous aviez dit un mot qui est intéressant et qui illustre un peu ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est la haine. Mais pourquoi tant de haine pour un Sénégal si petit, 17, 18 millions d'habitants, tout le monde connaît tout le monde? Pour moi, il y a beaucoup de haine artificielle dont on fait... Ah, des haines artificielles? Oui, il y a beaucoup de haine artificielle. Parfois, on fait semblant d'être en colère, mais on ne l'est pas réellement. Parfois, parce que la colère, elle peut générer une empathie. Parfois, on est obligé d'être en colère parce que la communauté veut qu'on soit en colère. Parfois, on est dans une assemblée générale de mouvement navétane. On a déjà dit dans tout le quartier qu'on allait crier. Si on arrive à l'assemblée, on va crier. Donc, moi, je pense qu'au début, on avait des oppositions idéologiques. Aujourd'hui, on a des débats humains, centrés sur les gens. Et quand on arrive à ce palier-là, on est au bord du danger absolu. Quand maintenant l'adversité devient de la haine, on n'est plus dans la lucidité et on peut aller au meurtre. Oui. Et on en est là.
On est dans de la haine. Et il est temps qu'on comprenne que la haine crée deux choses. La Shoah, qu'on a eue en Allemagne. La haine crée le génocide du Rwanda. 94. La haine crée le feu et l'incendie. Sommes-nous à ce stade? Parce que ça fait peur. On n'en est pas. Ça fait peur, ça fait peur. On n'en est pas à là, heureusement, mais on s'en approche dangereusement. Aujourd'hui, quand on a des morts, des vingtaines et des trentaines de morts dans les actions de rue, la haine est quelque part responsable de cela. Maintenant, la haine oppose deux personnes. Une personne ne se haït pas fondamentalement. Et c'est là où, à un moment, les gens se posent la question, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons rentrer dans le champ de la haine et y rester définitivement? Ou est-ce que nous voulons, par ces actes-là, montrer une frustration, une colère? Tant que ces actes montrent une frustration et une colère, c'est des actes qu'on peut corriger. Mais quand le soubassement, c'est une haine viscérale d'une personne, là, on est dans l'absolue folie. Et cette folie-là, elle va entraîner tout le monde. Personne ne sera épargné. Folie meurtrière, oui. On est dans une folie. Et on pose des actes aujourd'hui qui sont des actes extrêmement graves. Et c'est pourquoi je pense que l'appel à l'apaisement n'est pas un appel à la complicité. C'est un appel à la responsabilité. Appeler à l'apaisement quand il y a des conflits, c'est appeler à des compromis et pas à des compromissions. Parce que quoi qu'il en soit, il ne faut pas que les gens confondent le compromis et la compromission. La compromission met en danger notre dignité. Le compromis, c'est l'acceptation d'une part de vérité de l'autre et la cession d'une part de notre vérité. Il y a Senghor qui disait « J'accepte un mauvais compromis est mieux qu'une bonne guerre ». J'ai aimé cette phrase. Mais vraiment, parce que, vous savez, quand on commence ces choses-là, on ne sait pas où ça s'arrête. Et les victimes collatérales peuvent, au début, ne pas être engagées dans l'action, mais peuvent riposter. Et quand ils riposteront, on ne saura pas quel sera le bout. C'est pourquoi j'explique dans un de mes textes, l'engagement militant, c'est quoi? Pour avoir été président d'association de jeunes, pour avoir été président de foyer, pour avoir été président d'équipe de Nawetan, entraîneur de football de Nawetan à Koki, pour avoir été syndicaliste à l'UDEN, de l'union syndicale de base de Kaolack à l'union régionale syndicale de Kaolack dans les années 90, pour avoir été à la CA de l'UDEN, syndicaliste, je sais quelles étaient les stratégies qui étaient discutées en nuit et quels étaient ceux qui venaient pour nous dire que ces stratégies sont dangereuses pour le pays, transformez-les en autre type d'action. Je sais de quoi je parle, j'ai été dans l'action. Mais je sais qu'à un moment, la colère et le sentiment d'injustice qu'on subit peut nous pousser à penser à certaines choses. C'est pourquoi je dis, quand il t'arrive de vivre une situation d'humiliation ou de colère, muscle ta tête et dis-toi, est-ce que l'acte que je dois poser est irréversible ou est-ce que l'acte est réversible? Et si on ne se pose pas cette question-là, on va vers la folie. Et je dis, à chaque fois que quelqu'un vous dépasse ou vous fait du mal sur la circulation, mais vous ne prenez pas votre voiture pour heurter. À chaque fois que vous avez mal dans votre famille, vous ne cassez pas la télévision dans la famille. Pourquoi quand vous avez mal dans la rue, vous cassez le bus? Alors que vous pouvez, oui, vous pouvez bloquer la circulation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de manifester, allez-y. Vous avez le droit de marcher, allez-y. Et ceux qui autorisent doivent autoriser les marches, qu'ils autorisent les marches qu'il faut autoriser et les encadrer. Parce que nous peut tout. Et à partir de ce moment-là, si votre haine vous guide, vous devenez son cheval. Soyez la monture de votre haine et elle vous mènera au salut et aux résultats socialement positifs. C'est important, mais il faudra des voix fortes, des places de discussion, des zones grises. Actuellement, est-ce que c'est possible? Personne n'écoute personne actuellement. Moi, je pense que c'est des stratégies de communication politique. Les gens se parlent, ils ont leur téléphone. Ici, on est au Sénégal. On peut dire politiquement, on ne se parle pas, mais sociologiquement, le samedi d'après, on va se retrouver dans un mariage. Oui, bien sûr. On va se retrouver. Si je ne vous retrouve pas, je retrouve votre tante. Donc, cette fausse ambiance politique-là n'est pas conforme à nos normes. On se sent si divisé. Pourtant, la réalité est loin de l'être. Moi, c'est pas ce que je vis, c'est qu'il y a deux Sénégal. Il y a le Sénégal des politiciens
et il y a le Sénégal des communautés. Les communautés ne sont pas divisées et personne ne peut les diviser. Parce que nous avons des types de mariage qui font que personne ne peut diviser les communautés. Donc celui qui va pointer la division des communautés, il va vers l'échec fondamentalement, ça n'arrivera pas. Ça, je suis convaincu. Maintenant, le Sénégal des politiciens est un Sénégal de stratégie. Ceux qui étaient ensemble hier, il y a 6 mois, ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui étaient ensemble le mois dernier ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui étaient séparés sont aujourd'hui ensemble. À un moment, on est dans une sorte de schizophrénie politique où on ne sait pas quelle est la vision des uns et des autres. Il y a des gens qui ont une ligne de conduite très claire. Ils sont dans cette ligne de conduite. Mais on a une valse d'idéologie qui fait qu'on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Il y a des gens qui sont dans la constance, évidemment. Ces gens-là sont dans la constance, dans une démarche rigoureuse. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont jamais bougé depuis le début. Mais il y a des gens qui sont dans l'inconstance manifeste. Et cette inconstance-là, personne n'ose en parler. Vous en parlez dans les réseaux sociaux, vous êtes attaqué. Quelqu'un comme moi, il s'en balance totalement. Vous résistez? Ah non, non, non. Pour moi, je ne résiste même pas. Parce que vous savez... C'est exprimer sa pensée. Et je pense qu'aujourd'hui, notre façon de faire de la politique est une façon, pas qu'il faut revoir, mais qu'il faut réfléchir. On va vers des élections. Oui. Quelqu'un va gagner fondamentalement. Oui. Que ceux qui n'ont pas le droit d'aller à ces élections nous épargnent de vouloir y aller. Je suis très clair. Et je le dis face caméra. Que ceux qui n'ont pas le droit d'y aller n'y aillent pas. Que ceux qui ont le droit d'y aller y aillent. C'est très clair. Et que les gens n'anticipent pas. De quel droit parlez-vous? Quand je parle de droit, c'est la légalité et la légitimité. Il y a des gens qui légitimement ne peuvent pas prétendre à des élections. Il y a des gens qui légalement ne peuvent pas prétendre à des élections. La légalité, c'est la loi qui le dit. La légitimité, c'est la morale sociale qui le dit. Donc il y a le peuple et la justice. Il y a le peuple et la justice. La justice peut avoir parfois raison, mais parfois la raison de la justice est tellement embaumée par la légitimité sociale qu'on fait ce que j'appelle le jugement en ayant les circonstances atténuantes. Et dans la vie, on nous apprend, et je le dis dans le livre, si vous voulez aller en communauté, il y a 2 règles. Réclamez ce auquel vous avez droit et laissez l'autre réclamer ce à quoi il a droit. Ne réclamez jamais ce qui ne vous sera jamais donné. Parce que comme on le dit en français, si vous voulez qu'une communauté soit dispersée, il faut que quelqu'un réclame des choses auxquelles il n'a pas droit et que quelqu'un refuse de céder des choses qu'il peut céder. Maintenant, la dignité doit être au-dessus de tout, notre dignité humaine. Le récit que nous allons laisser à nos enfants est extrêmement important. Dans tous les actes que nous posons aujourd'hui, qu'on sache que Cheikh Anta n'est plus là, on parle de lui. Blondin n'est plus là, on parle de lui. Serigne Touba n'est plus là, on parle de lui. Les générations futures parleront de nous. Et c'est pourquoi j'explique que dans la vie en communauté, il y a quelque chose de fondamental. Si vous regardez pourquoi, dans cette deuxième partie-là, j'aborde cette question de vivre en communauté. Oui, à partir de la page 83. Et la page 83, si vous regardez bien, c'est 8 plus 3. Oui. 8 plus 3, ça fait combien? 11. 11, c'est 2. On est dans la dualité. On est dans la dualité. Et le premier texte dit, avoir besoin des autres, c'est une force, pas une faiblesse. Oui. Entendu. Avec des points de suspension. Avec des points de suspension. Avec hashtag Nayrafet. Hashtag, oui. Tous les textes, c'est hashtag Nayrafet. Pour moi, sans la bienséance, l'être humain ne peut pas exister sur Terre. Et quand je dis dire du mal pour faire mal, non. Si on veut que notre communauté-là soit une communauté qui aille de l'avant, sereine, il faut que les gens arrêtent de dire du mal uniquement pour faire mal aux gens. Oui. Sachant que ce n'est pas vrai. Donc pour moi, on va vers des élections. Et tant qu'on n'ira pas à ces élections-là, comme les gens pensent que c'est eux qui se donnent des choses, on sera dans de la surenchère politique. Mais cette surenchère-là, elle ne mènera à rien de bon. Elle n'arrange personne, sauf ceux qui veulent soit conserver le pouvoir, soit arriver au pouvoir. Oui, nous allons finir par 2 mots essentiels.
espoir et patience. C'est important. Vous développez pourquoi espoir et pourquoi patience. Mais pourquoi espoir? Parce que, vous savez, on nous raconte qu'un jour, l'hyène avait décidé de ne manger que des oiseaux. Il avait mangé tous les oiseaux de la forêt, il restait un seul oiseau. Il l'a vu, il lui a dit, descends, je vais te manger. L'oiseau lui a dit, je ne descends pas. Il dit, mais descends, tu es seul, il n'y a plus d'oiseaux. Tu ne vas plus rencontrer d'oiseaux. L'oiseau est descendu. Il dit, mange-moi. La hyène l'a dit, pourquoi je vais te manger? Il dit, je n'ai plus d'espoir. Sans espoir, pourquoi vivre? J'ai plus d'espoir. À quoi sert ma vie si je n'ai pas d'espoir? La hyène veut l'attaquer, elle s'arrête, il dit non. Je me suis levé ce matin pour aller à la chasse parce que j'avais espoir de rencontrer un oiseau. Si je te mange aujourd'hui, demain je n'aurai pas une raison de me lever. Donc je ne te mangerai pas parce que tu es mon espoir. Celui qui mange son espoir, celui qui n'a plus d'espoir, n'a pas de raison pour vivre un jour de plus. Et la patience. La patience de cet oiseau-là, c'est d'avoir écouté le discours, écouté son ennemi, la hyène, terminer son discours. D'avoir compris son discours, d'avoir accepté la vérité de son discours, même si c'est la personne qui veut, même si c'est l'animal qui veut le manger. D'être descendu. Et qu'on lui ait donné la possibilité, lui aussi, oiseau, de dire son discours. La hyène a eu la patience d'écouter le discours de sa proie. Le prédateur qui a écouté, la proie a écouté le prédateur, cette patience-là, devant les choses, nous devons apprendre avec l'équipe nationale du Sénégal. Nous n'étions pas patients en 2002. Nous voulions tout gagner en 2002. Il a fallu presque 20 ans pour que ceux à qui on voulait confier cette coupe-là nous la ramènent. C'est par la patience qu'on construit les victoires véritables. Dans la précipitation, on n'a que des victoires éphémères. Et celui qui pense que son monde s'arrête à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que par la patience, on construit un destin durable. Dans la précipitation, on a des victoires éphémères. C'est important, Dr Massamba Gueye, merci beaucoup pour ces échanges. Le temps est notre principal ennemi, mais on aimerait discuter sur ce livre, à lire, à méditer, un livre de chevet, viatique pour se muscler la tête avec un point d'interrogation, se muscler la tête avec cette belle image qui montre un peu que c'est un muscle extrêmement important à préserver. Livre sorti, écrit par Dr Massamba Gueye, publié par l'édition L'Harmattan. Merci beaucoup pour ces échanges, merci pour ces conversations toujours utiles. Ce n'est pas une exception, c'est la règle avec vous. Mais merci aussi à tous ceux qui me faisaient des retours sur les réseaux sociaux, parce que c'est par les réseaux sociaux que ces textes sont nés. Il y a encore plus de 300 viatiques qui ne sont pas encore édités, mais bon, on croise les doigts. Il y a aussi la version Wolof qui n'est pas encore éditée, parce que chacun de ces textes est écrit en Wolof. Merci Pape Alune, merci au groupe Immédiat, merci à Belle Ligne, qui est aussi une des émissions dont nous avons besoin pour nous muscler la tête. C'est important. Merci également à la noblesse anodine. Elle se nomme Serigne Saliou Dème, Augustin Manda, mais également la Diouf. C'est trois hommes de l'ombre qui nous permettent un peu de réaliser cette émission. C'était Belle Ligne avec Dr Massamba Gueye. Continuez de suivre les programmes sur ITV.